Présente-toi en 30 secondes chrono sans utiliser les mots tennis et circuit, ni les nombres 18 et 23. Disons peut-être qu'il y a 17 meilleures joueuses que moi en France, que je fais le même sport que Maria Sharapova. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement juste les différentes catégories de tournois professionnels? Alors au tennis, ça se décline d'abord sur un circuit français et après quand on voit qu'on a un certain niveau de jeu, on peut commencer à prétendre à partir à l'international sur des premières catégories de tournois, donc 15 000, 25 000, 60 000, 80 000 et 100 000 et après c'est les gros tournois. Ça, quand tu dis 60 000, 80 000, c'est la dotation totale du tournoi? Du tournoi, oui. Okay. C'est pas du tout la dotation de la vainqueur. C'est ce que tout le monde pense à chaque fois. Ah, t'as gagné 60 000 $? Non. Tu gagnes, par exemple, sur un 60 000, ouais, la vainqueur gagne combien? Tu gagnes 10-15% à peu près, donc elle gagne 8 000, pas okay. plus de 8 000 €. D'accord, avant les taxes. Et après on appelle ça les premières events, ça s'appelle okay. Master 1000 en gros, c'est la même chose. Okay. Et après les grands chelems, c'est pareil. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type d'entraînement? Ouais, alors je me lève le matin et après je me réveille déjà, donc c'est-à-dire que je passe au moins une demi-heure à m'étirer, à passer le rouleau de massage et tout ça pour déverrouiller les muscles. Et après je m'échauffe bien, donc généralement tout ça prend 1 heure avant le tennis. Après je fais généralement 2 heures de tennis, une pause déjeuner, 1 heure ou 2 heures de tennis l'après-midi et puis ensuite j'enchaîne avec une séance physique le soir. Donc généralement 2 séances tennis plus une séance physique par jour. Ensuite après je m'étire, je fais tout le travail de prévention, de proprioception pour les chevilles, tout ça et beaucoup d'étirements pour préserver le corps. Donc ça fait des journées bien remplies, je dirais entre 9h, ouais, 18h, 3h le matin, peut-être 4h, 5h l'après-midi. En tant que Marine Parto, jeune femme, qu'est-ce qui t'agace le plus chez Marine Parto, joueuse de tennis? Peut-être le côté où je pars beaucoup en tournoi et que j'ai pas ces bandes de potes. Je dirais que tout le monde peut avoir la fac ou au lycée. C'est vrai que moi j'ai jamais mis les pieds dans un lycée. Je faisais les cours à distance et c'est vrai que ce côté-là me frustre un peu et me dit c'est un peu dommage, mais après bon, je vis tellement des choses incroyables sur le circuit donc ça compense un peu. Et du coup vice versa, ça me permet de gagner une question. C'est-à-dire qu'est-ce qui t'agace le plus chez Marine Parto, la jeune femme, en tant que Marine Parto, joueuse de tennis? C'est qu'elles sont absentes tout simplement en fait. Ouais, les joueuses de tennis sur le circuit, de manière générale, est-ce qu'elles sont sympas ou c'est très compètes, sont des teignes entre elles? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétitions, c'est pas évident d'avoir des amis très proches sur le circuit. Et après les Françaises, globalement, on s'entend toutes plutôt bien. Ouais. Après j'ai eu des différends avec certaines. Mais... Ouais. Sur une échelle qui va de 1 à 13,5, complètement au hasard comme ça. À quel point tu considères que c'est dur d'être joueuse de tennis professionnelle? Le fait de le vivre au quotidien, après une fois qu'on a acquis, je dirais, ce niveau assez élevé, c'est peut-être pas aussi dur que pour y arriver, mais ça reste quand même hyper dur, surtout quand on a un classement bâtard comme le mien, un peu 400, où voilà, je gagne pas encore ma vie, mais je me bats pour quand même essayer d'y arriver. Et d'un autre côté, tu dis t'es numéro 18 française, mais en fait tu gagnes pas du tout ta vie, tu perds de l'argent toutes les semaines, donc en fait c'est hyper compliqué. Mais niveau de difficulté, bon, faut quand même se lever et se dire je vais m'entraîner pendant 8 heures aujourd'hui, donc c'est quand même assez dur. Je pense, je dirais 11 peut-être. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Ouais. D'un autre niveau d'échelle là, maintenant c'est de 1 à 16. J'aimerais que tu évalues ton isolement social lié à la pratique intensive de ce sport qu'est le tennis. Ah ouais, j'ai un peu répondu déjà, mais ah ouais, non, moi je quantifierais à 12 peut-être. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais. Première question, l'égalité homme-femme au niveau des dotations dans les tournois, t'es pour ou contre? Pour. Pour? Évidemment, je suis une femme, donc je vais pas dire contre. Non, mais tu aurais pu dire contre. Après, je suis d'accord que les hommes c'est plus impressionnant, ils frappent plus fort, tout ça, mais en termes de charge de travail égale et en termes de potentiel physique, en fait, je trouve que c'est normal que les femmes soient rémunérées autant que les hommes parce qu'elles se donnent tout autant à l'entraînement. Mais est-ce que si tu raisonnes d'un point de vue purement argent généré par les tournois masculins, les tournois féminins, tu te rends compte que d'un point de vue droit télé, d'un point de vue billetterie, ça rapporte plus d'argent chez les hommes, ça serait logique qu'à la fin ce soit eux qui gagnent plus d'argent. Toi, qu'est-ce que tu répondrais à un argument comme ça?
Bon, franchement, ça peut paraître logique. Après, ouais, je sais pas pourquoi les gens s'intéressent pas plus au tennis féminin. Est-ce que tu trouves pas ça scandaleux, les énormes différences de dotation entre les gros tournois comme les grands chelems qui d'année en année augmentent de 15-20% les dotations totales et les petits tournois qui restent et qui bougent pas au final? Est-ce que tu penses que vous, joueurs et joueuses de tennis, vous pouvez faire en sorte que ça évolue dans le bon sens? Bah si, moi en plus je suis en plein dedans, je suis pleinement concernée. Je pense que le gâteau devrait être un peu mieux réparti. Donc toi tu me dis qu'aujourd'hui en tant que 400e joueuse mondiale, tu perds de l'argent? Je perds de l'argent toutes les semaines en partant en tournoi. Après je prends ça comme une expérience en me disant que voilà, c'est enrichissant, etc. Mais financièrement, purement parler, c'est un gouffre. Quand on est top 100 mondial, en fait c'est le cut pour les grands chelems, comme tu disais, comme il y a tellement d'argent sur les grands chelems, ne serait-ce que si tu fais 4 premiers tours sur les grands chelems, tu prends 200 000 € parce qu'il y a quasiment 50 000 € si tu perds au premier tour d'un grand chelem. Au-delà, 150, 200e et au-delà, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est complètement paradoxal, le circuit en France où il y a des tournois français. Si tu fais ce genre de tournoi, tu gagnes beaucoup plus d'argent que si tu joues le circuit international. Il y a un circuit CNGT maintenant qui s'est mis en place depuis quelques années et les premiers du circuit prennent une prime, etc. Donc c'est bien, c'est pas mal fait en France ce système-là, mais après c'est vrai que ça nous empêche de jouer à l'international. Donc c'est vrai qu'à mon classement, généralement, on fait un peu des deux quoi pour renflouer les caisses. Qu'est-ce que tu penses du système de formation à la française, tel qu'il existe aujourd'hui et instauré par la Fédé et les ligues, des jeunes joueurs de tennis, ces jeunes joueurs et jeunes joueuses de tennis français? Est-ce que tu penses qu'il est bon, qu'il est améliorable? Et est-ce que tu peux nous donner, toi, ton expérience personnelle par rapport à ça? Il y a des débats aujourd'hui, mais c'est surtout sur le tennis masculin, parce qu'il n'y a pas de résultat en Grand Chelem, il n'y a plus un mec dans le top 20, et donc du coup, forcément, le premier accusé, c'est la Fédé. Donc c'est pour ça que je te demande si tu considères qu'il y a des choses à améliorer par rapport à d'autres pays, parce que tu as pu voir des joueuses d'autres pays qui ont peut-être été entraînées différemment que toi. Alors, c'est vrai que c'est un sujet assez largement discutable parce qu'en France, je pense que l'école de tennis est globalement bonne. Dans les clubs, on a des bons entraîneurs, on a une bonne formation. Donc, quand on est tout meilleur jeune, on peut aussi être intégré à des centres fédéraux, à des pôles France. Moi, j'ai été en pôle France à Poitiers pendant 5 ans et j'avais adoré, j'avais trouvé ça génial. Tous les joueurs sont sortis de ce pôle France d'ailleurs, et il y en a eu plein. J'étais d'ailleurs au collège avec Lucas Pouille, et puis il y a tous les autres qui en sont sortis. Il y a eu les Gilles Simon, Nicolas Mahut. Enfin, depuis quelques années, ils ont quand même décidé de supprimer le pôle France à la Fédé. Donc en fait, il n'y a plus de pôle France à Poitiers, il n'y a plus de pôle France dans le sud à Boulouris, il n'y a plus de pôle France filles non plus. Donc tout est réuni au centre national d'entraînement, donc qui est super parce qu'ils ont fait un nouveau centre et il est vraiment génial. Après, moi je pense que l'esprit d'émulation qu'il y avait dans les pôles France pour les jeunes, pour les trucs comme ça à l'internat, je pense que c'était vachement formateur. Enfin, si on en parle à Lucas ou à des joueurs comme ça, ils en sortiront à l'appel des souvenirs dans le Crêpes de Boivre en hiver où il faisait froid, des sorties vélo terribles dans la neige, et je trouve que ça fait partie de nous et ça fait partie du fait qu'on soit devenu professionnel aujourd'hui, tu vois. Avoir un cocon où tout est bien, tout est beau à Paris, tout est... Tu vois, moi je pense qu'on n'est pas assez dans le dur, et au final, quand tu vois les modes d'entraînement à la russe, des autres pays comme ça, ne serait-ce qu'en Espagne, dans les académies espagnoles, en fait ils s'en foutent complètement, ils vont charbon tout le temps, tu vois. Et je pense qu'en France, on est peut-être un peu trop à se regarder, à vouloir faire du beau, à vouloir faire du bon, mais pas assez efficace, tu vois, au final. Et je pense qu'il va falloir aller beaucoup plus dans le dur si jamais on veut espérer regagner un grand chelem. La question dopage. C'est pas sur toi directement, t'inquiète pas, mais est-ce que tu aurais par exemple des informations générales que le grand public ne connaîtrait pas? Je pense qu'on masque beaucoup de choses au très haut niveau parce que malheureusement pour le grand public, l'agence mondiale d'antidopage n'a pas l'obligation de publier les résultats dans le tennis. Donc en fait, même si les résultats sont positifs, ils n'ont pas cette obligation-là. Ils vont dire à un joueur par exemple, bah écoute, ok, on veut bien ne pas te dénoncer tous les sponsors, etc., que tu pourrais pas faire un énorme boom comme ça dans le tennis. À la Lance Armstrong, après,
Je sais que les joueurs sont quand même vachement surveillés dans le top 100. Tu as un suivi à remplir en fait où tu dois dire exactement où tu es heure par heure dans le monde. Et il y a l'agence antidopage qui peut passer n'importe quand, n'importe où chez toi. Donc généralement pour les pros, moi il y a des joueurs français et des joueuses qui m'ont dit que voilà, ils venaient toquer à 6h du matin chez eux, ils sont en train de dormir mais en mode FBI quoi. Donc d'un autre côté c'est hyper contrôlé, mais d'un autre tu entends qu'il y a des non-dits, que tu vois qu'il y a des joueurs qui se mettent sur blessure un peu tout le temps, tu trouves ça suspect et je pense qu'il y a des joueurs qui ont été pris et qui ont fait passer ça pour le public en mode blessure alors qu'ils étaient un peu dopés. Et après, t'as des tournois comme l'Australian Open où voilà, ils sont vraiment clean, ils s'en foutent. Et pour Sharapova, bah, elle était numéro 2 mondiale et ils ont dit bon bah ok, t'as été dopée, voilà. J'ai une question pour l'enfant que tu étais. Quelle est ta joueuse préférée, ton modèle, celle qui t'a donné envie de jouer au tennis? Par contre, si tu me réponds Serena Williams, c'est 10 pompes d'or. Non, c'est Kim Clijsters plutôt. Est-ce que si tout ton parcours tennis était à refaire depuis le début, tu referais les choses exactement de la même manière ou tu changerais 2-3 trucs? J'aurais pas changé grand chose, non. Je pense que j'ai tiré profit de chaque situation, de chaque endroit où je pouvais être. Est-ce que tu as un rituel, une routine avant ou pendant les matchs? Je pense à Rafa par exemple, à ses bouteilles, à tous ses tocs. J'arrive jamais à choisir une tenue avec laquelle je vais jouer. Je me dis, ah, cette couleur elle me va mieux pour le premier tour et tout. Enfin, c'est complètement. En gardant potentiellement peut-être la mieux en finale, mais tu te dis. Ouais, tu te dis, mais est-ce que si j'arrive pas en pas finale, je vais pas la mettre, c'est horrible. Sur le terrain, des fois je me parle anglais, je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre. Les balles, j'aime bien les mettre du même côté. Après, non, je suis pas une grande toquée de la vie comme Rafa. Selon toi, quelle est la meilleure façon de finir un point? Est-ce que ça va être un gros rallye du fond du court, un revers long de la ligne où tu mets la nana en face de toi à 3 mètres, ou la petite amortie bien touchée comme il faut? Ah, l'amortie, là où tu la vois, où tu sais qu'elle va pas l'avoir et elle essaye quand même, et en fait, non, tu l'auras pas. Un petit côté humiliation. Ah ouais, ça fait du bien des fois. Je sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais bon, je te demande. Si un jour tu gagnes un tournoi du Grand Chelem, quelle serait la célébration que tu rêverais de faire? Le cœur sur la terre battue comme Gouga. Bon, ok, le cœur à Roland, mais si tu gagnes l'Open d'Australie? Et si tu gagnes Wimbledon? Je m'allonge, je pense. Tu t'allonges? Je m'allonge par terre Classique, et je pleure et je regarde le ciel et j'y crois pas. Est-ce que tu penses que le dab, c'est encore stylé? Yes! C'est rien, moi, je sais jamais si ça, je sais même pas si ça a été stylé un jour, Ouais. mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je sais pas si tu sais, mais le vestiaire du sport est très attaché au basket donc, et à la NBA. Donc voici maintenant la question basket. Est-ce que tu as un avis sur l'arrivée de LeBron James aux Lakers ou tu t'en fous complètement? Moi je m'en fous un peu, on va dire ça comme ça, mais c'est quand même bien je pense. Je sais pas pourquoi c'est bien, mais ça me paraît bien, ça sonne bien. Voilà l'hypothèse. Tu viens de perdre un match que tu aurais jamais dû perdre. Il est 21h, t'es toute seule chez toi et t'as plus rien à bouffer. Qu'est-ce que tu commandes? Un domac? Une salade? Des sushis? Ou alors une pizza? Un dommage direct. Je peux pas manger ça après une défaite, c'est impossible. Je suis désolé, on avait que ce son. On avait anticipé que tu allais dire sushi. T'es plutôt PSG, OM ou la réponse D? La réponse D. Maintenant, pour finir, où est-ce que tu te vois début juin 2022? Dans mon bain, après mon quart de finale remporté sur le central de Roland Garros. Bordel de merde! Complètement nul, je peux pas perdre. Oh non! Yeah, c'est une catastrophe ce jeu.
C'est terminé. C'est bon, c'est terminé. J'ai tué mon candidat. C'est trop mal, putain. Ouais. Pour être très honnête, je pense qu'elle a dit juste avant. Ça se verra à la vidéo. Attends François, par contre je peux pas jouer. Putain le Hawkeye, merde. C'est bon? Non, ça joue pas, attends. Putain, c'est quoi cette artiste? Lemon Tree. Je me fais crucifier. C'est pas évident de trouver des trucs que vous connaissez. Oh bah, excuse-nous hein. C'est ça ou pas? Non, par contre, il faut quand même un peu le valider. Non, par contre, là c'est pas validé du tout, c'est incompréhensible ce que t'as dit. Ouais, on a pris beaucoup trop, pourquoi on achète Manil en prendre 10? Attends, j'ai un petit problème technique, de type technique. Voilà, il a envie de faire caca. Non. Moi, François, c'est très bien. Je l'ai pas. Golfrey! Ah oui! C'est chaud, c'est là. Derrière. Correct. Il est pas droit. cette bouteille. C'est bon, t'as gagné au beer pong, ok, j'ai le droit de gagner à ça. Cette bouteille est pas Calme. Bravo, super match.